Bonjour à tous. Bienvenue dans cette 3e saison des podcasts de l'ITIAM. Philosophe, sociologue, psy s'invite en école d'ingénieur. Vous écoutez le premier épisode de la saison 3 autour de la question « Comment agir dans un monde incertain ? La piste du bricolage ». Cette conférence a été menée par la docteure en philosophie politique, Fanny Lederman. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup David Racionero pour cette invitation, pour cet accueil. Alors en effet, j'imagine, étant donné le titre volontairement provocateur que nous avons choisi pour cette conférence, que vous avez dû surmonter les réserves bien naturelles qu'une telle formulation a pu vous inspirer. Ingénieur, il est temps de bricoler. Vous n'avez peut-être pas étudié pendant de longues années des disciplines aussi exigeantes que les mathématiques ou la physique, pour vous voir ainsi sommé de laisser tomber rigueur et sérieux au profit de la pratique d'une activité d'amateur, exercée de manière plus ou moins tâtonnante et approximative, et dont l'une des figures les plus emblématiques est le personnage de Gaston Lagaffe, cet inventeur certes fécond, mais dont le moins qu'on puisse dire est qu'on hésiterait à lui confier la conception d'une installation éolienne ou d'un robot spatial. Mais peut-être le sous-titre de la conférence vous a-t-il quelque peu rassuré, car vous aurez pu constater que la piste du bricolage était associée à la question très sérieuse et même grave « Comment agir dans un monde incertain ?» Une question qui fait écho à notre actualité où l'imprévisibilité et l'insécurité géopolitique s'ajoutent désormais à la catastrophe écologique que nous avons déclenchée. Et une question qui renvoie aussi, pour celles et ceux qui sont familiers de son œuvre, à ce que Hannah Arendt nommait de sombres temps. Dark Times. C'est à Bertolt Brecht qu'elle a emprunté cette formule pour décrire ces époques où, je la cite, « le domaine public s'obscurcit et où le monde devient incertain ». Alors si elle désignait alors les 20 années durant lesquelles le nazisme avait semé la terreur et la mort sur le monde, elle n'oubliait pas que l'humanité avait connu par le passé d'autres sombres temps et elle avait conscience qu'elle en connaîtrait sans doute encore d'autres à l'avenir. Il se pourrait en effet que nous entrions dans de nouveaux sombres temps. Des sombres temps qui se caractérisent par un double obscurcissement et une double incertitude. Une incertitude écologique. Allons-nous réussir à engager la bifurcation de notre modèle économique et industriel, faute de quoi nous pourrions échouer à moyen et peut-être à court terme à maintenir les conditions de viabilité de l'espèce humaine sur la planète. Et une incertitude politique, l'ordre politique mondial et les régimes démocratiques que nous connaissons depuis la libération vont-ils résister aux menaces que représente l'émergence de part et d'autre de l'Atlantique, de régimes autoritaires qui prennent la forme de ce qu'on peut nommer néoconservatisme, illibéralisme ou encore fascisme numérique ou technofascisme. Ces deux phénomènes ont selon moi en commun de concerner notre rapport à la technique. En particulier, cette manière peu critique et parfois même aveugle qu'une partie d'entre nous a d'ossifier sous le mode de ce que l'on peut appeler le solutionnisme technologique. Je m'explique. Nul doute que c'est la technique, et plus précisément son déploiement industriel depuis l'avènement de l'époque moderne, qui a provoqué, en même temps que des indéniables progrès, les progrès des derniers siècles en matière d'infrastructure, de santé, d'exploration aussi, c'est la technique qui, mise au service d'une économie productiviste et extractiviste, a provoqué la catastrophe écologique à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Pourtant, une grande partie de l'humanité et surtout la plupart des gouvernants qui se sont succédés dans le monde depuis que la question écologique a émergé sur la scène politique internationale restent convaincus que c'est aussi la technique, et désormais particulièrement les technologies fondées sur l'intelligence artificielle, qui devrait nous sortir de ce pétrin. Cette conviction a animé les gouvernants néolibéraux qui ont dirigé une grande partie des pays du globe durant les 50 dernières années, et elle anime plus encore
les partisans des gouvernements néoconservateurs, illibéraux ou carrément fascistes qui sévissent dans le monde depuis quelques années. Or, en dépit des spectaculaires inventions technologiques et techniques qui ont été conçues et produites depuis des décennies, inventions qui effectivement nous permettent d'avoir de plus en plus recours à des énergies renouvelables, de réduire certaines de nos émissions de CO2 ou encore d'adopter collectivement de meilleurs comportements, nous savons que nous sommes très loin d'atteindre les objectifs fixés depuis 50 années par les 30 COP qui se sont succédés depuis 1995. En outre, nous ne cessons de découvrir que ces inventions pourraient en fait avoir un impact environnemental négatif. Je pense par exemple aux voitures électriques, au coût environnemental de la production des véhicules électriques, mais surtout à ce que nous savons désormais du coût énergétique exorbitant de l'intelligence artificielle. Si bien que le solutionnisme technologique auquel nous sommes si attachés pourrait s'avérer une impasse qui nous immobilise et nous empêche d'engager véritablement la transformation écologique pourtant vitale pour nos sociétés. Alors que faire ? Eh bien, mon hypothèse, et je ne suis évidemment pas la seule à la poser, mon hypothèse est que nous devons questionner le cadre idéologique propre à l'approche technosolutionniste aujourd'hui dominante. Et j'ajoute, et je vais essayer de vous le montrer pendant cette conférence, que le bricolage, dont je vais essayer donc de vous montrer qu'il recèle une manière de penser et d'agir particulièrement vertueuse, eh bien le bricolage pourrait s'avérer une réponse concrète pour engager un rapport au monde alternatif par lequel nous pourrions tenter de répondre aux défis écologiques et politiques propres à nos sombres temps. Voilà le programme. Alors, quel est précisément ce cadre idéologique dans lequel s'inscrit l'approche technosolutionniste ? Une approche à laquelle je rappelle qu'adhèrent aussi bien les tenants du néolibéralisme, adeptes d'une gouvernance fondée sur l'expertise qui sait souvent au détriment de l'opinion publique qui délibère. Donc aussi bien les tenants du néolibéralisme que ceux d'une forme d'autoritarisme, de néoconservatisme, d'illibéralisme ou encore de technofascisme, adeptes, à l'instar de Donald Trump par exemple, eh bien, d'une gouvernance fondée sur l'arbitraire d'un hyper-agent au pouvoir augmenté par le recours à des dispositifs algorithmiques. Eh bien, le cadre idéologique dans lequel s'inscrit cette approche technosolutionniste n'est autre que la modernité occidentale. Nous pourrions alors le définir de bien des manières évidemment, mais disons simplement que, en plaçant l'homme au-dessus de la nature et posant l'efficacité opérationnelle comme principe de validation, ce cadre idéologique introduit un rapport entre la théorie et la pratique, où les fins théoriques que se fixe l'humanité déterminent les moyens illimités qu'elle met en place pour les atteindre. Les fins théoriques, conceptuelles, abstraites que se fixe l'humanité depuis la modernité déterminent les moyens pratiques considérés comme illimités qu'elle met en œuvre pour les atteindre. C'est dans ce cadre idéologique que s'inscrit par exemple depuis 300 ans l'organisation productiviste du travail, qu'il s'agisse de le diviser socialement ou de mettre en œuvre des processus d'optimisation de la production tel le taylorisme. Mais c'est aussi à ce cadre idéologique que se rapportent aujourd'hui la plupart de nos modes de vie, depuis la conception de nos villes jusqu'à l'adoption d'applications nous permettant d'optimiser notre temps, notre santé, nos relations amoureuses, etc. De nombreux penseurs se sont penchés sur ce rapport moderne au monde qui relève d'une logique. J'arrive à la réponse à votre question. Rapport au monde qui relève d'une logique que l'on peut qualifier de fonctionnaliste, d'instrumentale,
d'utilitariste ou encore de calculante, logique calculante. Une logique que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss a quant à lui nommée logique d'ingénieur. Vous voyez bien que c'est la question de la logique d'ingénieur, telle que l'adresse Claude Lévi-Strauss, qui se rapporte au cadre idéologique propre à la modernité. C'est bien en cela que j'adresse la question de l'ingénieur. Ce n'est pas le métier d'ingénieur en tant que tel que je vise, mais bien cette figure, cette logique d'ingénieur. Je vais rentrer en détail dans ce que cela signifie. En tout cas, ce que fait Claude Lévi-Strauss, c'est qu'il pose effectivement cette logique d'ingénieur pour l'opposer à une autre manière de se rapporter au monde. Une manière propre, celle-là, non pas aux peuples occidentaux modernes, mais aux peuples qu'on appelait encore à l'époque, on est dans les années 60, primitifs, que lui préférait nommer sauvages. Une autre manière de se rapporter au monde, donc, qu'il a baptisée logique bricoleuse. Alors, c'est dans un texte intitulé « La science du concret » que vous avez cité en effet, premier chapitre donc de La pensée sauvage, paru en 1962, que Claude Lévi-Strauss établit cette distinction entre logique d'ingénieur et logique bricoleuse. La thèse du texte, qui nous paraît sans doute évidente aujourd'hui, mais qui ne l'était absolument pas il y a 60 ans, est que les peuples dits primitifs ont, tout comme les Occidentaux, accès à la rationalité, et en particulier à la science qui ordonne le monde. Mais là où l'approche scientifique occidentale consiste, selon ce que l'anthropologue désigne comme une logique d'ingénieur, à questionner et à ordonner le monde au moyen de catégories abstraites, la science des peuples dits primitifs déploie une approche pratico-théorique qui commence par l'expérience, c'est-à-dire par la rencontre pratique avec les choses. Donc elle commence par l'expérience et elle l'articule avec la mythologie pour constituer par des regroupements un classement approximatif et provisoire. Telle est, selon lui, la logique bricoleuse. Une logique qui, bien qu'ayant des résultats plus limités et moins durables que les sciences dites exactes, n'en est pas moins rationnelle et même scientifique. Ainsi, il existe selon lui, je le cite, deux modes distincts de pensée scientifique. L'un et l'autre fonctionnent non pas de stades inégaux de développement de l'esprit humain, mais des deux niveaux stratégiques où la nature se laisse attaquer par la connaissance scientifique. L'un approximativement ajusté à celui de la perception et de l'imagination, et l'autre décalé. La logique bricoleuse se situe donc à un niveau stratégique approximativement ajusté à celui de la perception et de l'imagination. Elle part du sensible, c'est-à-dire des choses déjà là et précontraintes. Des morceaux de bois ou de métal, des pierres, des objets, des déchets, et bien plus largement le monde dans lequel nature et artifice s'entremêlent. La logique bricoleuse, donc, part de la perception du donné du monde. La perception, c'est-à-dire la rencontre sensible et pratique avec le monde qui passe par le corps. Des yeux qui voient, des nez qui sentent, des langues qui goûtent et bien évidemment des mains. Des mains qui attrapent, qui manipulent, qui agencent, comme le font les mains des bricoleurs. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. L'ingénieur, je cite à nouveau Claude Lévi-Strauss, l'ingénieur cherche toujours un passage et à se situer au-delà, tandis que le bricoleur, de gré ou de force, reste en deçà. Il ajoute cette phrase pour distinguer donc la logique d'ingénieur, dont vous avez donc bien compris qu'elle ne désignait pas la manière de penser et d'agir des hommes et des femmes qui pratiquent le métier d'ingénieur, mais le rapport au monde propre à la modernité. C'est ainsi donc qu'il distingue la logique d'ingénieur de la logique bricoleuse. S'ouvrir un passage et se situer au-delà.
Voilà qui caractérise bien la logique fonctionnaliste, instrumentale, programmatique, la logique calculante et abstraite, propre au cadre conceptuel de l'Occident moderne, auquel se rattache, vous l'avez évidemment bien compris, l'approche techno-solutionniste, qu'elle soit d'ailleurs défendue par la technocratie néolibérale ou les adeptes d'un autoritarisme plus ou moins débridé. Alors, on peut noter quand même que prétendre toujours s'ouvrir un passage et se situer au-delà décrit avec beaucoup de justesse, il me semble, le moment présent que nous vivons et qui se caractérise notamment, que l'on pense à l'attitude des gouvernants impliqués dans les affaires du monde ou bien à celle de la myriade d'agents engagés sur les réseaux sociaux, par une forme de déni du réel, c'est-à-dire un déni de résistance, mais aussi un déni de la vulnérabilité et peut-être par-dessus tout, un déni de la limite propre à la réalité matérielle qui constitue pourtant notre milieu ambiant. On peut aussi l'appeler le contexte dans lequel se situe notre action. L'approche bricoleuse, elle, consiste au contraire à demeurer en deçà. Elle apparaît donc comme une alternative à la logique selon laquelle, je vous le disais tout à l'heure, la fin théorique commande les moyens pratiques. Au contraire, la logique bricoleuse consiste à faire avec les moyens du bord, en engageant vis-à-vis des choses aussi bien que des êtres vivants, un geste sensible et tâtonnant qui vise non pas à les classer, à les gérer, à les diriger ou à les optimiser, mais à les agencer provisoirement et à les tenir, à les maintenir, à les entretenir, à les soutenir. Faire avec les moyens du bord, donc. Mais plus que ça encore, bricoler revient finalement à inverser la logique d'ingénieur qui veut que la fin commande les moyens, commande ou justifie les moyens, en considérant au contraire que ce sont les moyens pratiques, des moyens déjà là, précontraints, parfois abîmés, mais surtout limités, en considérant donc que ce sont les moyens qui doivent orienter des finalités ouvertes et provisoires. Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, écrit encore Claude Lévi-Strauss, mais à la différence de l'ingénieur, il ne le subordonne pas à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet. Son univers instrumental est clos et la règle de son jeu est toujours de s'arranger avec les moyens du bord. Voilà qui résume le bricolage comme mode de pensée et d'action, une manière de prêter attention aux choses, aux situations et aux êtres vivants, déjà là, précontraints et limités, de les rencontrer pratiquement par le contact et parfois même par l'épreuve sensible et corporelle, avant de tenter de les agencer, que ce soit manuellement ou intellectuellement, toujours provisoirement. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de dire « bon, la logique d'ingénieur, ça ne marche plus, passons à la logique bricoleuse ». D'abord, parce que cette phrase relève justement de la logique d'ingénieur. On y perçoit bien la fameuse table rase, propre au geste moderne, qui prétend effacer ce qui ne va pas dans le donné du monde pour le remplacer par ce qui devrait être, théoriquement. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas de jeter la logique d'ingénieur avec l'eau de la modernité, mais plutôt d'essayer d'articuler la logique d'ingénieur à la logique bricoleuse pour trouver la voie d'un rapport plus harmonieux, un rapport plus juste et plus viable au milieu ambiant, donc tissé de nature et de culture, de vivants et de choses dont nous faisons partie. Nous sommes du monde et pas seulement au monde, écrivait Hannah Arendt. Cette phrase me paraît très éclairante dans l'époque que nous vivons. Nous sommes du monde et pas seulement au monde.
Mais alors, comment ouvrir un chemin bricoleur, sachant que notre situation matérielle donc, est celle d'occidentaux, façonnée par la modernité, et conditionnée plus que jamais par la logique d'ingénieur? Eh bien, peut-être les nouveaux sombres temps que nous vivons ouvrent-ils, par l'incertitude dans laquelle ils nous plongent, ce que Hannah Arendt appelait une brèche, une ouverture qui permettrait que quelque chose de nouveau surgisse dans la situation. Et peut-être notre monde est-il d'ores et déjà tellement abîmé que nous n'avons plus vraiment d'autres possibilités que de bricoler dans l'incurable. C'est la citation que vous utilisiez tout à l'heure, cette citation d'Émile Cioran, « Être moderne, c'est bricoler dans l'incurable ». Alors, la citation peut vous paraître contradictoire avec ce que je viens de vous dire sur la logique d'ingénieur et la modernité, mais pas tout à fait, je pense, si on prête attention à ce mot, le mot « incurable ». Ce que je comprends de cet aphorisme, être moderne, c'est bricoler dans l'incurable, c'est que certes, nous sommes toujours les héritiers de la modernité, mais que nous avons désormais la charge d'un monde abîmé et vraisemblablement incurable. Et c'est avec cela qu'il faut maintenant nous débrouiller, c'est avec cela qu'il faut bricoler. Bruno Latour ne disait pas autre chose lorsqu'il déclarait il y a 10 ans qu'il fallait juste apprendre à survivre, sans se laisser emporter par le déni, le fameux déni de réel dont je parlais tout à l'heure, par l'hubris, par la dépression, par l'espoir de solutions raisonnables ou par la fuite au désert. Ni hubris, ni dépression, ni solution raisonnable, ni fuite au désert. Voilà, c'est peut-être cela la clé, résister à l'espoir de solutions raisonnables. Autrement dit, résister au technosolutionnisme et cesser de nous en remettre à la technique pour espérer résoudre nos problèmes sans rien changer à nos modes de production, nos modes d'organisation, nos modes de vie. Car cela marche de moins en moins et cela ne marchera bientôt plus du tout. Le monde est incurable. Et je cite à nouveau Bruno Latour, « Le temps n'est plus où l'on espérait s'en sortir. Nous sommes bien, comme on dit, dans un tunnel, sauf qu'on n'en verra pas le bout. En ces matières, l'espoir est mauvais conseiller, puisque nous ne sommes pas dans une crise, ça ne va pas passer. Il va falloir s'y faire, c'est définitif. » Alors, ce sombre constat ne signifie évidemment pas, pour autant, qu'il faille évidemment fuir nos responsabilités. C'est tout le contraire, selon moi. Et c'est là que le concept de bricolage prend tout son sens. Car il s'agit de faire avec, de nous débrouiller modestement, mais résolument, avec les difficultés incontournables, avec la complexité considérable et avec l'incertitude inexorable de ce monde incurable. Il s'agit de faire avec, c'est-à-dire de composer, d'agencer, de prendre soin, de maintenir ce qui est déjà là, précontrait et limité, des paysages, des villes, des infrastructures, des quartiers, des usines, des centres commerciaux, des ruines, des gravats, des déchets, mais aussi, d'un point de vue plus existentiel, des êtres vivants, humains et non humains, imparfaits et vulnérables, et des choses plus ou moins belles ou laides, plus ou moins robustes ou fragiles, plus ou moins utiles ou obsolètes. Mais alors, que peut vouloir dire très concrètement, pour chacune et chacun d'entre nous, engager un rapport bricoleur au monde? J'aimerais vous proposer de suivre l'exemple d'un personnage. Un personnage de dessin animé, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être pas étant donné l'âge moyen de cette salle. Il s'agit de Wall-E, le héros d'un film d'animation sorti des studios Pixar en 2008, c'était il y a 20 ans. Donc, pour certains se souviennent peut-être, et puis pour les autres, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe avec Wall-E. Sachez que Wall-E est un robot, déjà, et même un robot qui travaille. C'est un robot
nettoyeur, un robot éboueur. L'action se passe dans le futur, en 2805, alors que les derniers représentants de l'humanité, embarqués pour une croisière intersidérale, ont quitté depuis plusieurs décennies et même plusieurs siècles une terre jonchée de déchets, en espérant que les robots nettoyeurs qu'ils y avaient laissés parviendraient un jour à rendre la planète à nouveau habitable. Et Wall-E est le dernier robot en activité quand on le découvre au début du film, et il s'acquitte en effet de sa tâche. Mais il s'en acquitte un peu nonchalamment, un peu approximativement, un peu créativement aussi, parce qu'il ne se contente pas de compacter les déchets qu'il ramasse, il les observe, il leur prête attention, il les manipule, il joue avec certains, il les collectionne, il les répare. Bref, on peut dire que Wall-E agit comme un bricoleur. Et ce faisant, il nous livre, selon moi, 3 leçons. La première, c'est l'importance qu'il y a à cesser de fonctionner. C'est-à-dire à rompre occasionnellement le rapport fonctionnel et instrumental, le rapport quasi automatique que nous avons bien souvent avec le monde, pour engager un rapport plus profond, un rapport plus existentiel avec lui. C'est pas simple, parce que ça suppose de renoncer à l'extraordinaire efficacité opérationnelle du mode d'agir propre à la logique d'ingénieur, pour prêter véritablement attention aux êtres, aux choses et aux situations qui se présentent à nous. Comme Wall-E, il faut donc parvenir à bugger. Le bug, c'est ce qui arrive au robot qui manifeste une anomalie de fonctionnement et qui donc se déprogramme. C'est un arrêt brutal, c'est un écart, un désajustement, un léger décalage qui déstabilise le mouvement mécanique d'un système. C'est ce à quoi nous invite le philosophe Marcello Vitali Rosati dans son Éloge du bug, paru l'année dernière, en 2024, un livre où il explique notamment que dans nos sociétés algorithmiques, et plus généralement dans un monde automatisé et numérisé, bugger permet de faire résistance avec des stratégies de dysfonctionnement. C'est donc une forme de désobéissance ponctuelle à la logique d'ingénieur. La deuxième leçon que nous livre Wall-E, c'est l'existence d'une continuité entre le souci des choses et le soin des vivants. Car en accomplissant son travail à la manière d'un bricoleur, Wall-E fait la rencontre pratique d'objets aussi hétéroclites qu'une cuillère en plastique, une bague, un extincteur d'incendie, un Rubik's Cube, un Jokari, mais aussi une plante, une petite plante fragile qu'il place au même niveau que les autres objets qu'il a rencontrés, c'est-à-dire qu'il y est attentif, qu'il s'en préoccupe et qu'il en prend soin. Il l'observe et la manipule avec la même curiosité. Peut-être savez-vous que le mot curiosité vient du latin cura, qui signifie le soin. Avec la même curiosité, donc, que les autres objets. Et ce faisant, il indique l'existence d'un lien entre la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des objets inertes, qu'il s'agisse de produits, de marchandises, mais aussi de déchets et de rebuts, mais aussi des infrastructures, des machines et bien évidemment des robots, et celle dont nous nous comportons vis-à-vis des êtres vivants, humains et non humains, qui nous entourent. Son attitude pourrait alors nous orienter vers une démarche écologique dégagée du dualisme dans lequel elle reste trop souvent enfermée. Trop souvent, en effet, l'écologie oppose le monde perverti et néfaste des œuvres produites par l'humanité à une sorte de nature originelle et vertueuse. Ce dualisme est, à mon avis, suspect. Non seulement parce qu'il renferme une théologie cachée, qui rattache la nature à une sorte de paradis perdu qu'il s'agirait de retrouver, mais surtout parce qu'il empêche de comprendre le monde tel qu'il est, c'est-à-dire
indissociables, ou un monde où nature et culture sont indissociables, où l'activité humaine, en fait, a transformé la nature en une sorte de seconde nature, traversée de social, c'est-à-dire traversée de culture, de technique et d'histoire. Aussi, penser et agir de manière écologique ne doit-il pas seulement consister à préserver la nature, mais aussi à tenir, à entretenir et à maintenir, au sens de maintenance, les œuvres humaines qui la recouvrent, non seulement les produits et les marchandises, mais aussi les déchets ou les ruines qu'elles deviennent une fois qu'elles ne fonctionnent plus. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous invite à lire à ce sujet un livre très intéressant signé par 2 sociologues qui s'appellent Jérôme Denis et David Pontille et intitulé « Le soin des choses ». C'est une enquête sociologique qui est menée à la RATP où, en observant la manière dont se déroule la maintenance des engins, mais aussi des rails, etc., ils en arrivent à comprendre effectivement ce lien entre maintenance des objets et soin des vivants, care et toute l'écologie qui peut en découler. Enfin, la 3e leçon que nous livre Wally consiste à accepter de se faire prendre avant de comprendre. Ça, pour des ingénieurs, c'est peut-être étonnant. Autrement dit, accepter de rencontrer pratiquement le monde par nos mains qui se saisissent de choses inertes ou animées, et plus largement par nos corps, plus ou moins fragiles et vulnérables, accepter donc de s'ouvrir corporellement au monde et faire ainsi l'existence d'une part de la résistance de la matière, et de l'autre, de l'interdépendance des êtres vivants, qui se manifestent comme un vaste maillage de corps bricolés, mis en rapport les uns avec les autres. Vous pressentez peut-être qu'à l'heure de la dématérialisation du travail comme de nos modes de vie, cette invitation à reprendre possession de nos corps et à prendre le risque de la rencontre matérielle avec le monde relève tout autant que la pratique de l'arrêt ou du bug d'une forme de subversion, de désobéissance. Une subversion et une désobéissance qui tiennent moins d'un projet révolutionnaire que d'un projet de bon sens, celui de se comporter conformément à notre condition de vivant. Car il faut savoir que le vivant procède lui aussi d'une forme de bricolage. Et non pas, comme l'Occident moderne a eu tendance à se le représenter, comme un savant mécanisme horloger, ça c'est Descartes, ou comme un programme informatique destiné à se réaliser. Contrairement à ce que les représentations linéaires du XXe siècle et du XIXe siècle ont pu nous laisser croire, les êtres vivants n'évoluent pas selon un mouvement rectiligne et perfectionniste qui les conduirait de la forme la plus simple et la moins adaptée à la forme la plus complexe et la plus adaptée, c'est-à-dire la plus efficace et optimale. En réalité, l'évolution biologique n'a ni sens ni direction, pas plus qu'elle ne fait survivre les plus forts ou les meilleurs. Elle ne sélectionne rien à proprement parler, mais elle se débrouille simplement avec les matériaux contingents, précontraints et interdépendants qu'elle a sous la main. La nature bricole. C'est le prix Nobel, François Jacob lui-même, qui l'a écrit dans un article intitulé « Evolution and Tinkering », paru dans la revue Science en 1977. Il faudrait dire que la sélection naturelle n'a rien à voir avec le travail d'un ingénieur. Elle fonctionne comme le ferait un bricoleur qui ne sait pas exactement ce qu'il est en train de fabriquer, mais qui utilise tout ce qui lui tombe sous la main, des bouts de ficelle, des fragments de bois ou de cartes postales. En bref, elle utilise tout ce qui est à sa disposition pour fabriquer et produire une sorte d'objet qui puisse fonctionner. C'est une métaphore, bien sûr. Mais enfin, c'est une métaphore éclairante. Autrement dit, l'évolution est un processus buissonnant
qui compose et recompose, combine et recombine sur le long terme des mutations qui résultent donc d'erreurs de réplication du code génétique d'un individu à un autre au moment de la reproduction, mutations qui sont autant de matériaux contingents et précontraints qui ne prennent leur sens et leur utilité qu'au fil du temps et au gré des circonstances, en fonction des changements de l'environnement. Dès lors, prendre conscience que nous sommes des corps bricolés, entrelacés et dépendants d'autres corps bricolés pourrait nous remettre sur la voie d'un rapport au monde plus conforme au mouvement de la vie et donc plus viable et plus durable. Un rapport au monde qui renvoie à une forme de modestie. Là où la vision téléologique de l'évolution avait pu nous donner l'illusion que la nature avait en quelque sorte préparé notre venue, faisant de nous un empire dans un empire, pour reprendre l'expression de Spinoza, l'évolution comprise comme un tâtonnant et hasardeux bricolage nous remet à notre place, celle d'un rajout imprévu, une babiole sur l'arbre de Noël de l'évolution, pour reprendre l'expression savoureuse du paléontologue Stephen Jay Gould. Et cette modestie peut évidemment nous engager vers une plus grande considération pour le vivant dont nous faisons partie, mais aussi vers une plus grande sobriété dans la satisfaction de nos besoins et peut-être également à quelque chose comme une satisfaction pour ce qui va comme ça, pour ce qui est suffisant et même suffisamment bon, good enough, pour reprendre le concept du psychiatre pour enfants Donald Winnicott, qui parlait de la good enough mother, la mère suffisamment bonne, une mère qui n'est pas parfaite, mais qui est tout juste passable, sans pour autant être défaillante. Une mère qui pourvoit à peu près aux besoins essentiels de son enfant au fil de sa croissance, mais qui le laisse se confronter au manque et à l'insatisfaction. Ainsi, le bricolage pourrait nous indiquer la voie d'un rapport au monde qui procède d'une ouverture, d'une tolérance au suffisamment bon, c'est-à-dire à ce qui est imparfait, insatisfaisant, peut-être même médiocre, et qui pourtant va comme ça. Dans son film « Les glaneurs et la glaneuse », Agnès Varda met en lumière le puissant potentiel éthique de cette forme de tolérance, en filmant des glaneurs et des glaneuses de pommes de terre et de détritus en tout genre. Elle révèle la beauté et la puissance d'un mode de vie qui consiste à s'emparer de ce qu'on appelle en latin les res derelictae. C'est un terme juridique qui désigne ces choses abandonnées qui forment une sorte d'autre monde à l'intérieur du monde. En jouant avec la légalité, puisque les droits du glanage et de la récupération ne sont pas très clairs chez celles et ceux qui le pratiquent, en cuisinant et en mangeant des aliments dont la date de péremption est un peu dépassée, en réparant du vieux matériel électroménager pour en faire profiter les voisins, les glaneurs et les glaneuses inventent une manière d'agir et des rapports sociaux où la préoccupation pratique supplée l'intérêt marchand et où la tolérance et la considération pour ce qui est abîmé, jeté ou abandonné semblent s'accompagner d'une tolérance et d'une considération pour tout autre. Une telle tolérance s'inscrit dans l'acception d'un agir humain ouvert à la négativité, dont la puissance ne se confond pas avec l'accomplissement d'un projet. Un agir qui prend la forme d'un accueil délicat et hésitant, qui récolte, ramasse et fait avec les phénomènes de la vie, choses, êtres vivants, situations, libérant alors la force à la fois subversive et réconciliatrice d'une forme d'émancipation. Une émancipation qui n'a rien à voir avec l'indépendance, contrairement à ce que 50 années de néolibéralisme ont pu nous laisser croire, et contrairement à ce dont tentent de nous persuader les thèses relatives à l'individu souverain, maître de lui-même et de son destin, et même maître de sa propre mort, comme le rêvent les transhumanistes. Thèses dont on peut remarquer ironiquement qu'elles ont d'autant plus d'adeptes
que la marche du monde semble nous échapper collectivement. Peut-être savez-vous que le mot émancipation vient du latin emancipatio, qui signifie se détacher de la main qui prend et qui possède. Emancipatio. Et telle était bien la visée de l'émancipation prônée à l'avènement de la modernité par les philosophes des Lumières, qui invitaient, à l'instar de Kant et de son fameux « sapere aude » et le courage de savoir par toi-même, qui invitaient à devenir des sujets autonomes en se détachant de la main des tutelles religieuses, familiales ou politiques, qui maintenaient jusqu'alors les individus en état de minorité et même en état de manceps. Manceps, c'est l'esclave, et c'est encore étymologiquement lié à la main. Au siècle suivant, l'émancipation a pris un sens matérialiste et révolutionnaire avec Marx, qui a vu dans le prolétariat le groupe social chargé de réaliser ce qu'il appelait l'émancipation universellement humaine par la reprise de contrôle de ses forces propres comme forces sociales. Mais ces deux sens sont aujourd'hui éclipsés par la promesse, ou plutôt le fantasme, d'une libération individuelle consistant à s'affranchir non seulement des contraintes attachées aux liens sociaux, aussi bien qu'aux interdépendances propres aux vivants, mais aussi à s'affranchir des choses matérielles dont la complexité nous échappe et au réel qui nous résiste. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire depuis le début de mon intervention, vous imaginez bien que la piste du bricolage ouvre la voie d'une émancipation d'un tout autre genre. Une émancipation qui, sans perdre de vue la question marxienne de la propriété des moyens de production, s'entendrait davantage comme un mouvement rémancipateur. Un mouvement qui ne consisterait ni à exercer sur les choses une forme de mainmise, propre à la logique d'ingénieur, ni à se détacher des contraintes matérielles et des résistances du réel, mais bien plutôt à se rattacher corporellement et sensiblement, non seulement les uns aux autres, mais également aux autres êtres vivants, aussi bien qu'aux choses, lieux, outils, instruments, ressources, marchandises, robots, déchets, qui constituent, avec nous, le monde. Telle pourrait être donc la force d'une voie rémancipatrice, une voie qui suppose, comme nous l'avons dit, de reprendre possession de nos corps bricolés et de remettre la main sur les corps bricolés qui nous entourent, non seulement les autres êtres vivants, mais aussi les choses inertes qui nous entourent et vis-à-vis de qui nous pourrions essayer d'engager un geste attentionnel et convivial. J'en arrive à la fin de cet exposé. Je pense que les questions nous permettront d'éclaircir certains points et j'imagine que je vous laisse sur votre faim, car on a commencé quand même cette séance par une question grave, comment agir dans une époque obscure et incertaine, et voilà que je vous propose d'opposer aux menaces de guerre, de récession économique mondiale et de catastrophe écologique le geste attentionnel que nous pourrions engager vis-à-vis des vivants et des choses qui nous entourent. Mais c'est pourtant bien cette piste que je voulais vous indiquer ce soir, car aussi insatisfaisante qu'il soit, c'est bien cet agir qui n'a rien de confortable, ni de spectaculaire, j'en conviens. C'est bien cet agir modeste qui suppose que nous nous laissions traverser par le manque de certitude, manque de plénitude, manque de maîtrise, et que nous nous mettions en jeu en l'absence de garantie. C'est bien cet agir peut-être moins politique qu'éthique ou existentiel, cet agir bricoleur qui pourrait permettre que se manifestent dans les brèches de nos sombres temps des modes d'organisation sociale plus durables, des relations humaines plus justes, un rapport au monde plus harmonieux. Je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast.